tu enseignes du coup l'orgue au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Tu es titulaire du grand orgue de l'église de Saint-Eustache. C'est le plus grand orgue de France. Tu as l'oreille absolue ou pas? Ah non, pas du tout. Alors je suis sourd comme... La majorité des pianistes, malgré leur niveau technique, ne sont pas capables de réaliser des accompagnements simples sur du... Il faut pas faire croire non plus qu'on peut improviser comme ça. Bon, je dois montrer des trucs comme ça. Puis donc là, on a les yeux qui brillent. On a des élèves qui arrivent, qui ont 10, 20, 40 ans de piano derrière eux. Ils ne comprennent rien ce qu'ils jouent. Le problème des improvisateurs, c'est qu'à un moment, ils finissent par erreur fondamentale. On retrouve beaucoup de gens qui nous disent « j'ai été déçu du conservatoire, je suis dégoûté de la musique classique ». Alors ça, d'écouter du piano. Moi, j'ai toujours gardé ce rapport charnel à la musique, c'est de me mettre au clavier et de faire du son. En fait, et donc là, j'improvise. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, interview assez inédite, exclusive et rare, puisqu'on a la chance aujourd'hui non pas seulement de recevoir Kellen Camus que vous avez déjà vu sur la chaîne, mais également Thomas Hospital. Salut Thomas, bienvenue. Bonjour. Ça va? Ça va, impeccable. Alors Thomas, en quelques mots, je te présente avant de te poser la première question qui me brûle les lèvres. Ton parcours, il impressionne vraiment. J'ai dû d'ailleurs prendre des notes pour me souvenir un petit peu de ce pédigré, comme tu as dit tout à l'heure. Tu as enregistré plusieurs albums, notamment des œuvres de Franz Liszt. Et tu es, comme tu l'as dit, tu es titulaire du grand orgue de l'église de Saint-Eustache. C'est un orgue assez incroyable par rapport à d'autres orgues de France ou... Eh ben en fait, c'est le plus grand orgue de France. Alors je sais que les gens à Notre-Dame, ils veulent avoir le plus grand, mais je suis désolé pour eux, c'est Saint-Eustache qui a le plus grand orgue. Ben, voilà. Et c'est toi qui es titulaire, magnifique. Et puis tu enseignes du coup l'orgue au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, où d'ailleurs tu as fait tes classes d'écriture, tu as remporté plusieurs concours que tu n'aimes pas qu'on cite, mais c'est quand même le cas. Et du coup, voilà, moi ça m'intéresse par rapport à tout ce parcours-là. Comment tu es arrivé à la musique et comment tu es arrivé à l'improvisation alors que pour un musicien classique, c'était pas forcément le but premier? Oui, alors, question qui est un peu longue. Déjà, je suis obligé un peu de parler de moi. Alors, désolé pour ça. C'est là pour ça. Bon. Alors, en fait, moi, je viens du Pays Basque, dans un petit village, à 20 minutes de Bayonne. Alors, pour mettre dans le contexte, ma mère tenait un restaurant et mon père était ouvrier chaudronnier dans une usine de sous-traitance aéronautique. Donc, pas de musicien dans ma famille. Ma grand-mère avait fait de l'orgue quand elle était plus jeune. Mais voilà. Et en fait, quand je devais avoir 9-10 ans, j'ai entendu quelqu'un jouer de l'orgue dans mon église. J'étais enfant de chœur. Et j'entends quelqu'un jouer de l'orgue et je sais pas, il y a quelque chose de... Il y a vraiment un cupidon de la musique quelque part qui me lance une flèche puisque je suis fasciné par la machine, parce que c'est vraiment une machine, un orgue, mais aussi par le son, par la complexité de cet instrument et tout ça. Enfin, il y a tout qui me fascine et j'en deviens mais un petit peu obsédé. Alors, je sais pas, je rêve d'orgue, je dessine des orgues. Dès que je vois des cartes postales d'orgue, je les prends, des trucs. Enfin, je suis un peu fasciné par cet instrument, il m'attire, il m'aimante. Et en fait... Ma grand-mère, à ce moment-là, recommence à jouer un petit peu pendant les messes, en fait, avec les basses qu'elle avait. Et puis, je sais pas, moi je suis fasciné, j'ai un petit bon tant pis à la maison, et je passe mon temps à essayer tout ça. J'ai pas de prof, hein, je prends pas de cours, mais je passe mon temps, je peux me mettre au clavier. Ah, avec plaisir, avec plaisir. T'avais quel âge à ce moment-là? Alors, je vais avoir 10 ans. 10 ans, allez. Et en fait... Je me souviens très bien que j'ai été toujours fasciné simplement par qu'est-ce qui se passait quand on faisait fusionner les notes entre elles. Alors je passais mon temps juste à empiler des tierces, et j'écoutais la nature des accords, et je passais mon temps vraiment à faire des tenues comme ça. Je savais pas que c'était des accords, je savais pas que c'était des agrégats, je savais pas que c'était des intervalles, tout ça c'était abscon, ça n'existait pas tout simplement. Mais je sais pas, j'écoutais ça. Et je passais des heures, alors les gens me prenaient pour un fou, hein, parce que quelqu'un qui passe son temps à appuyer et qui essaye des empilements d'intervalles comme ça. Je savais pas que en fait, je faisais mon vocabulaire, mais je savais pas à l'époque. Et j'ai commencé comme ça, puis un jour, puisque j'étais enfant de chœur, ma grand-mère va voir mon curé, tout gêné, lui dit « je suis pas libre dimanche, je peux pas jouer la messe, etc. » Et puis, avec un culot pas possible, je lui dis « bah, moi je vais jouer. » Je savais pas lire la musique,
Et je savais pas plus jouer que ça. Puis il me dit, mais t'es sûr que tu vas le faire? Ah oui, oui, pas de problème, je vais le faire. En fait, c'est des mélodies que j'entendais depuis que j'étais tout petit. Et puis donc, mais il fallait que j'apprenne maintenant à les harmoniser. Parce que j'avais que la mélodie, donc je sais pas. Voilà, et il fallait que je puisse mettre des accords dessus. Et en fait, je m'étais rendu compte qu'avec 3 accords, on pouvait tout harmoniser. Alors, je montre bien, parce que c'est absolument incorrect ce que je vais montrer. Ça va intéresser 3 accords avec tout harmonisé, ça va intéresser ceux qui nous regardent. Sauf que c'est absolument incorrect, donc je le dis d'avant. Mais j'avais pas de technique, hein. J'avais pas de doigts, donc je m'étais juste rendu compte que si on mettait la main comme ça, j'avais un des accords qui fonctionnait. Si je mettais la main comme ça, j'avais un autre accord qui fonctionnait. Et si je mettais la main comme ça, j'avais le 3e accord qui fonctionnait. En fait, plus tard on apprendra que c'est 1, 4, 5. Et c'est vrai qu'avec ça, alors je fais exprès de le faire avec les mauvaises positions que je faisais, je m'en fiche. Voilà, c'est absolument terrible ce que je fais. J'étais prof d'harmonie, si un élève me fait ça, je le massacre. Mais néanmoins, à 10 ans, je m'étais rendu compte qu'avec ces 3 accords, on pouvait tout harmoniser. Donc en fait, on me mettait n'importe quelle partition sous les yeux, c'était moche, hein, mais je pouvais faire... Et je pouvais absolument tout faire avec ça. J'ai été heureux comme tout. Et en fait, après, je me suis rendu compte que je m'ennuyais un petit peu avec ces 3 accords. Donc il fallait que je les colore un petit peu. Puis je me suis rendu compte, tiens, il y a peut-être 2 accords qui fonctionnent aussi. C'est celui-là, et puis c'est celui-là. Qui se rentrent respectivement le 2e et le 6e degré. Et donc là, ça commençait à devenir plus intéressant. Toujours avec des positions horribles. Comme ça venait. Mais comme ça venait, donc je m'en fiche, je les montre. Voilà, peu importe. Et à partir de là, tiens, j'entendais, j'écoutais les autres. Pour le moment, je suis toujours dans un rapport, j'ai pas pris de cours, hein, j'écoute simplement. Je vais écouter d'autres organistes, accompagner tout ça. Et je me rends compte, ils font de temps en temps des petits trucs du genre... Ah, et là je me dis, c'est marrant, ces petits accords qui... Ça faisait monter toujours un petit glis dans le ventre. À chaque fois j'entendais des emprunts pitch, je me suis dit, ah mais c'est marrant, en fait chaque accord peut avoir cette espèce de chromatisme. Je savais pas que c'était une dominante, hein. Je savais pas que c'était ça. Mais je sais pas, je l'entendais et puis ça fonctionnait. Toujours avec des positions catastrophiques. Et à partir de là, j'ai commencé à prendre des cours. J'avais 13 ans. Donc c'est tard, hein. J'ai passé 3 ans à bidouiller mes trucs. Je m'en sortais à peu près. Et j'avais même commencé à improviser parce que je me souviens donc que pendant une messe un jour, c'était donc dans mon village, l'orgue est vraiment à côté de l'autel. Le curé fait donner la communion, donc on chantait. Et puis à un moment, le chant est terminé. Et puis il se retourne, il me dit « Mais continue !» Je dis « Mais c'est terminé, continue, joue !» Et je ne savais absolument pas quoi faire. Donc en fait, je me mets à broder le chant. Donc je ne sais plus ce que c'était la mélodie, j'en sais rien. Puis alors je me dis mince, donc il faut continuer. Donc je ne sais pas. Je ne faisais pas ça. Je ne faisais pas ça quand j'avais 13 ans, mais je me suis rendu compte, tiens, je peux changer quelques notes à la mélodie, je peux changer l'harmonie, tiens, je peux revenir, je peux répéter un truc. C'est intéressant Thomas, parce que ce que tu dis, c'est que finalement, tu pouvais improviser, même avec peu de moyens techniques et de virtuosité. Oui. Donc ça veut dire que l'improvisation n'est pas forcément liée à une technique d'un point de vue de l'instrument, en tout cas au départ. Parce que souvent, quand on veut commencer la musique, comme toi tu l'as commencé, on va aussi passer beaucoup de temps à corriger des positions, le doigt il faut le mettre comme ça, comme ça. Toi finalement, est-ce que tu as pris des mauvaises habitudes au départ, que le prof t'a dit « Ouh là là, surtout pas, il ne faut pas t'asseoir comme ça, il ne faut pas mettre le poignet comme ça », mais finalement, ça ne t'empêchait pas de faire de la musique et ça ne t'empêchait pas aussi, toi, de te faire plaisir à l'instrument parce qu'on sent l'enthousiasme que tu as lorsque tu parles de musique, lorsque tu es à l'instrument. C'est quelque chose que tu as gardé depuis que tu es tout petit. Oui, ça c'est vrai, oui. En fait, oui, donc j'avais pris plein d'habitudes, mais c'est vrai qu'en fait, j'avais un complexe. Je grandissais dans un milieu où il n'y avait pas de musiciens. Il n'y avait pas de comparaison. Il n'y avait pas de comparaison. Je n'avais pas de prof, il n'y avait pas de conservatoire, enfin il fallait aller jusqu'à Bayonne, ce qui était déjà pas à côté, et puis je venais pas de ce milieu-là, donc en fait ça n'a pas été naturel pour mes parents d'aller au conservatoire. C'était pas du tout dans mon univers social, donc c'était pas... voilà. Donc à partir de là, je me débrouillais, je m'amusais.
Puis j'ai commencé à prendre des cours. À 13 ans, enfin, j'avais commencé à prendre des cours de synthétiseur, exactement. Donc là, justement, on mettait la main gauche dans le bas du clavier, puis il y avait une espèce de batterie, Les accompagnements, puis on jouait la mélodie. Donc je les ai tous fait, El Condor Passa, le Parrain et tout ça. Ben, j'ai fait ça, moi, quand j'avais 12 ans. Oui. Incroyable. Et j'ai commencé comme ça, j'ai une méthode bleue de l'orgue, enfin du synthétiseur, donc j'ai fait ça. Bon, puis en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment en fait des cours d'orgue classique. Moi, je voulais jouer le pédalier, tout ça. Moi, c'est ça qui me fascinait, c'est ça qui me, enfin chez moi, ça vraiment, ça suscitait un intérêt énorme. Donc là, mes parents se disent bon, on va peut-être aller au conservatoire. Et j'avais 13 ans. Et donc là, oui, là, le premier stress de ma vie, là, parce qu'en fait, je me dis, là, je rentre dans un autre univers. C'est le conservatoire, on sent que c'est un autre milieu, c'est d'autres habitudes, c'est d'autres personnes, etc. Les gens font de la musique depuis beaucoup plus jeune que moi. Moi, j'avais 13 ans. Alors, chose à savoir, quand j'ai commencé ça, pour moi, c'était évident que j'allais être musicien. En fait, moi, je ne me suis pas posé la question un seul moment. C'est-à-dire que je ne vivais que de ça. Je rêvais de ça, je dessinais ça, je jouais ça, je ne parlais que de ça. J'étais insupportable, hein. J'étais asocial à souhait. Mais alors, musicalement, la musique classique pour toi, c'était naturel, c'était évident? Ou alors tu étais passé par des musiques plus populaires au départ? Parce que j'imagine que tes parents, est-ce qu'eux, ils t'ont transmis aussi c'est l'amour de musique classique? L'orgue, forcément, c'est lié souvent à Bach, hein, on pense à ça tout de suite. Absolument. Est-ce que déjà, tu étais fasciné par l'œuvre de Bach à ce moment-là? Parce que c'est aussi une porte d'entrée peut-être au conservatoire. Alors, justement, comme je disais, ma première porte d'entrée à la musique, ça a été des chants de messe. Enfin, je dis la vérité, c'était ça mon premier rapport. Je pense que je savais accompagner avec ces 3 accords des chants avant de savoir qui était Jean-Sébastien Bach. Donc, je le dis. Et après, quand ils ont vu que quand certaines personnes ont vu que je m'intéressais à ça, on m'a offert un disque de Bach. Voilà. Donc, il y avait la première sonate en trio. Donc, pour moi, ça a été une révélation. C'est une musique d'une telle finesse. Il y avait la partita Seg et Grusset. Donc, c'était des pièces enfin, c'est une telle beauté. Vraiment, là, ça a suscité une passion dévorante. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette musique, quoi? Ça me fascinait. C'était tellement beau. Mais je ne comprenais pas. Mais c'est venu donc, dans un deuxième temps. Et donc, après, quand je suis rentré au conservatoire, j'ai dit, voilà, je veux faire ça. Mais alors là, ça a commencé, évidemment, je lisais très mal la musique. Donc, j'étais au début très mauvais en solfège. J'avais absolument... Il fallait tout réapprendre, une technique mauvaise, plein de trucs, tout ça. Donc, au début, il y a eu un temps d'adaptation. Et puis, on m'a quand même dit assez tôt, pourquoi tu ne prendrais pas des cours d'harmonie, puisque tu aimes tant ça? Donc, je crois que mon premier cours d'harmonie, j'avais 15 ans. C'est qui est assez jeune. Et là, j'ai eu un professeur formidable. Parce qu'en fait, dès le premier cours, il s'est dit... je dis, mais là, j'entends cet accord, j'entends cet accord, j'entends cet accord. Il me dit, non, mais attends, tu vas trop vite. Attends, là, on est en train d'essayer de comprendre les cadences, tu vois. Et moi, ça m'ennuyait, en fait. M'occuper que des cadences, j'entendais le truc, mais c'était rempli d'erreurs, mais j'entendais ce qu'il fallait mettre. Il me dit, mais attends, mais pourquoi tu entends tous ces trucs-là? Je lui dis, mais moi, je fais ça à la messe, quoi. Ah bon? Il me dit, donc, tu vas venir après les cours. On va travailler autrement. Et puis ensuite, là, il a mis des mots sur tous les phénomènes, les degrés. Et pourquoi c'était pas si bien quand je faisais ça? Donc on m'a parlé, par exemple, des bons rapports entre parties extrêmes. Première chose, que la basse et le soprano doivent être toujours liés par des bonnes... Toujours qu'à 2 voix, ça doit toujours être beau. Le reste, peu importe, c'est du remplissage, dans un premier temps. Ensuite, on m'a dit les différents degrés. C'est quoi les enchaînements? De 5/4, bien sûr, mais on peut les monnayer, on peut rajouter des accords qui vont donner des colorations différentes. Mais il y a un certain équilibre à avoir. Mais il a réussi à trouver les mots justes, les mots simples, pour en fait me faire comprendre des phénomènes que j'avais touchés du doigt, que j'ai expérimenté. Voilà. Donc ça a été mon rapport à la musique. Et en fait, à partir de là, j'étais à une vitesse astronomique. Parce qu'en fait, pour moi, je me dis, ah oui, c'est évident. Je voyais l'intérêt du conservatoire. Pour moi, le conservatoire, c'était ma délivrance, en fait. Parce que ça me permettait de me développer beaucoup plus vite. Mais parce que j'avais eu un autre rapport. Je n'ai jamais eu un rapport contraignant à la musique, au départ. Oui, voilà. On m'a jamais dit, il faut commencer par ça. Non. En fait, ces professeurs sont adaptés à moi.
j'ai eu beaucoup de chance. Hein. C'est l'avantage des petites structures type Bayonne, c'est quand même des villes ultra protégées. Il n'y a pas beaucoup de monde, etc. Donc si on tombe sur un professeur comme ça, ben, on a tout gagné, quoi. Mais tu vois, par rapport à l'harmonie, c'est intéressant que tu parles de ça, parce que souvent quand on commence les cours d'harmonie ou le cours d'écriture, des fois on va avoir un certain nombre de cours, surtout quand on commence, sur, comme tu dis, les positions, des choses qui sont très théoriques mais qui ne sont pas liées au clavier. Et je remarque souvent, moi en tout cas quand j'ai commencé mes cours d'écriture, et même d'ailleurs des fois dans les classes au Conservatoire de Paris, c'est qu'il y a des fois très peu ce rapport au clavier. Ouais. Et donc il y a beaucoup de pianistes qui sont à l'aise d'un point de vue intellectuel, donc on va parler d'harmonie, alors là je vais sur le 6, je vais sur la 4, etc. Mais que ça ne se traduit pas sur le clavier, cette approche au clavier. Alors quel est pour toi justement l'intérêt, justement l'harmonie, de passer par le clavier? Bah, en fait c'est juste avoir un rapport normal, c'est avoir un rapport naturel à la musique. En fait, écoutez, moi j'ai un rapport charnel au clavier. Je veux dire, moi absolument, ça ne me procure aucun plaisir de rester assis sur une chaise à gratter du papier. Je n'ai jamais eu aucun plaisir. C'est pas de la musique. Enfin, la musique, c'est le son. Voilà, c'est le son. Donc c'est pour ça que même mes devoirs d'harmonie, je les faisais au clavier. Je les ai jamais fait à la table. Je ne savais pas. De toute façon, j'étais un peu hyperactif, je savais pas rester assis, donc donc il fallait que ça bouge, il fallait que ça aille vite. Donc hop, ça allait, hop, directement, tac, tac, tac. Tu fais de l'orgue, comme ça, il y a tout qui est occupé. Il y a tout qui est occupé, donc ça va très bien. Ah non, je pouvais pas, c'est pas possible de rester assis. Donc moi, je faisais tout au clavier, et ça m'a jamais posé problème. Parce qu'il y a des fausses rumeurs qui disent oui, mais ça va pas développer l'oreille, ou c'est trop facile, on cède. Non, mais c'est pas ça. Moi, ça me stimulait, en fait, le clavier. Ça me stimulait. Et donc, pour moi, c'était évident que le rapport au clavier est nécessaire dans l'apprentissage de l'harmonie et de l'écriture. Et ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis, parce que finalement, toi, en commençant par ce parcours-là, avec de l'harmonie et en même temps un parcours d'interprétation, j'imagine que les autres élèves que tu as dû côtoyer, ils se disaient, mais tiens, c'est drôle, moi, j'ai jamais appris à faire ça. Moi, je ne sais pas faire ce que toi, tu fais. Comment est-ce que tu expliques que, justement, dans les conservatoires, en tout cas dans le conservatoire où tu étais, finalement, toi, tu as un peu un parcours atypique parce que tu as amené quelque chose de toi, mais que ce quelque chose-là, il n'y était pas en fait ici, pour ceux qui voulaient potentiellement faire comme toi. Donc eux, ils ne pouvaient pas le trouver au conservatoire. Je pense que ça vient aussi du milieu dans lequel on grandit. Hein. Donc j'ai parlé que mes premiers rapports, c'était la musique d'église, j'accompagnais les chants. Là-bas, tu n'as pas le choix, on te met un bout de chiffon qui ressemble à un bout de partition avec une mélodie qui est souvent d'ailleurs assez laide, sauf au Pays Basque parce que tout est plus beau. Mais bon, ça, tout le monde le sait. Mais sinon, voilà, donc il faut se débrouiller. Mais après, donc, je viens d'un milieu assez populaire aussi, où au Pays Basque, quand même, il y a une culture populaire qui est très forte. Donc, je me retrouvais à accompagner des chants basques pour des chœurs basques, ou bien des amis qui je voulais chanter de la pop au collège ou comme ça. En fait, on n'a pas le choix. En fait, on ne va pas commencer à dire où est la partition, il n'y a pas le bon arrangement, etc. En fait, on se retrouve, on est obligé. Parce que dans cette culture, finalement, de la musique traditionnelle, on ne se pose pas la question. Je veux dire, on se débrouille. On est même un peu gêné de demander une partition. Donc, en fait, on doit se débrouiller, on écoute, on se met à écouter. On n'a pas le même rapport à la musique. Ça m'intéresse beaucoup. On pique. Ça m'intéresse beaucoup parce qu'on pense souvent que le parcours de l'improvisateur, c'est le génie. Ah, il improvise la musique dans l'instant, c'est incroyable, c'est lui le génie. Et que l'interprète, on va dire pour dire un peu gros, c'est le robot qui récite la partition. Moi, je pense totalement l'inverse avec ce que tu racontes, parce que finalement, l'improvisation, c'est quelque part le parcours populaire, entre guillemets, par excellence. Oui. Et que finalement, l'interprétation, la finesse de l'interprétation, c'est le parcours, justement, de l'exigence. Ouais. Tu vois ce que je veux dire par rapport à ça? Tout à fait. Mais tu vas voir quand même que pour le moment, j'ai pas vraiment parlé beaucoup d'improvisation. En fait, j'ai parlé. Pour toi, c'est pas encore d'improvisation? Non, j'ai parlé beaucoup d'accompagnement. D'accord. J'ai parlé d'arrangement. J'ai parlé de faire rire les copines au collège quand vous faites des. Combien de chansons on a improvisé pour faire le malin à l'école ou pour adoucir un professeur parce qu'on n'avait pas fait le travail. J'ai même continué en classe d'harmonie, il faut demander à Fabien Wexman, il le sait. Non, mais je passais mon temps à faire des chansons à l'eau de rose. Et en fait, c'était pas encore pour moi de l'impro parce que j'ai vraiment commencé en fait, à improviser plus tardivement. Je pense que j'ai commencé à découvrir par exemple les modes, je devais avoir 16 ans. Les modes simples, le mode dorien. Donc qu'est-ce que c'est ça? C'est simplement au lieu d'être dans la tonalité, hein, donc
on est sur les modes. Par exemple, on démarre sur un Ré. On n'utilise que les modes, les touches blanches. Donc là, on a cette fameuse sixte majeure qui va donner des couleurs très... Ça donne déjà des couleurs. Et je me souviens d'avoir écouté un jour une improvisation sur YouTube, j'avais 16 ans, je m'en souviens même, elle faisait ça. Tout en mode de Ré comme ça. Alors moi, c'était un nouveau truc. J'étais fasciné. Alors je passais mon temps à utiliser ces modes, etc. Puis, mais là, je sentais, si vous voulez, que j'étais arrivé à un plafond de verre de ce que je pouvais apprendre par moi-même. C'était vraiment, ça commençait à être compliqué. Donc je suis arrivé au Conservatoire de Paris, là, à 18 ans. Donc, et là, j'ai vraiment commencé à prendre des cours d'impro. Ah oui, avec Philippe Lefebvre et Thierry Esquèche. Et alors là, moi, ça a été une révélation. Parce qu'en fait, j'avais eu tout ce truc préparatoire, d'avoir cherché par moi-même, dans des styles variés, d'être à peu près capable d'harmoniser tout n'importe comment. Et donc, ça a été quand même un terreau fertile. Et ensuite, ça m'a permis vraiment d'improviser. Mais je pense qu'il y a quand même une étape. Et je pense qu'il ne faut pas faire croire non plus qu'on peut improviser comme ça. Il faut accepter que l'improvisation, c'est quelque chose, c'est un processus qui peut être assez long et par étapes. Et il faut accepter que, par exemple, trouver un accompagnement dans une mélodie, c'est déjà une sorte d'improvisation. C'est une première porte. Voilà. Moi, l'improvisation libre, waouh, c'est un génie, ça, c'est l'étape ultime. Mais tout ce qui est préparatoire, tout ce qui va être harmonisation, basse continue, dans le répertoire classique, mais accompagnement d'une chanson, faire un arrangement pour une chanson trad ou comme ça, pour moi, ça, c'est des portes d'entrée nécessaires à l'improvisation. Parce qu'en fait, elles ont toujours un cadre. Ça peut être une mélodie, ça peut être une grille, ça peut être une basse. Et je crois, alors aujourd'hui, on n'aime pas ces mots-là, et puis on va me prendre pour un réac, mais je crois que la contrainte est une chose importante pour progresser. Indispensable. Indispensable. Ouais, complètement. Et donc, ça peut être une grille, ça peut être une mélodie, ça peut être des accords, ça peut être une basse, mais ces contraintes-là, ça permet en fait de se donner un cadre, de se sentir en sécurité. On développe ça. Et une fois qu'on a vraiment digéré ces choses-là, que c'est tellement évident, oui, on n'a plus besoin de rien. Mais pour moi, ça, c'est la dernière étape. Mais alors là-dessus, parce que ça, moi, le truc, les enseignants qu'on a avec nous et qui veulent faire improviser leurs élèves, souvent disent « Ah, mais pourtant, je comprends pas. Moi, mes élèves, je leur dis, j'ai 5 minutes à la fin du cours, je leur dis, ben, vas-y, improvise, joue ce que tu veux. » Et je leur dis, mais c'est le pire truc qu'on peut faire parce que justement, il n'y a aucun cadre. Est-ce que toi, au niveau que tu as aujourd'hui, parfois, tu ne te mets aucun cadre? Ou même, est-ce que quand tu improvises pour des concerts, en fait, tu te mets quand même un cadre pour te dire, là, je vais plutôt aller dans cette direction, ou pas? Je voudrais ajouter quelque chose, Norman, à ce que tu dis, à cette question-là. C'est qu'on reçoit aussi souvent des gens qui vont nous dire « j'ai pas l'impression d'improviser ». Oui. Parce qu'en fait, ils se disent « je me mets au piano, mais j'ai l'impression que je fais quelque chose, toujours la même chose, ou que c'est toujours pareil ». C'est-à-dire, voilà, qu'il y a en fait un moment, quand est-ce qu'on arrive dans ce stade où on se dit « je sens que j'improvise, je sens quand je suis dans l'état d'improvisation ». Parce que des fois aussi, quand on enseigne l'improvisation, eh bien, on doit donner des clés, des contraintes. Mais ces contraintes-là, elles nous contraignent tellement des fois qu'on se dit « mais j'ai pas l'impression d'improviser, là, j'ai l'impression que je suis enfermé, ou que je fais toujours la même chose, ou que j'ai pas d'option ». Oui. Et ben, c'est là où ça devient intéressant et c'est là où les cours d'improvisation m'ont beaucoup apporté, justement. Parce que, en fait, j'étais enfermé dans un propre truc que je répétais toujours. Et ça, c'est pour moi le problème des improvisateurs, c'est qu'à un moment, ils finissent par tomber dans une habitude et ils se répètent, ils ne se renouvellent plus. Alors, les raisons pour ça, c'est parce que souvent, ils ont abandonné le répertoire. Erreur fondamentale. Parce que pour moi, en tout cas, pour moi, le répertoire, c'est une source d'inspiration constante. Et ça permet de se libérer, d'écouter d'autres choses. Mais ça peut être écouter d'autres musiques. Hein. Je veux dire, moi, c'est le répertoire, mais pour d'autres personnes, ça va être d'autres choses. Mais en tout cas, ne pas s'enfermer dans une seule pratique. Je trouve que c'est la pire des choses. Ça peut passer par l'écriture, qui peut être aussi, permet de passer à autre chose. Parce que parfois, on fiche des idées et hop, on les a tellement marre, on passe à autre chose. Mais ça peut être aussi simplement jouer d'autres musiques. Ça, c'est numéro 1. Ensuite, c'est vraiment l'idée, savoir agir sur l'instant, sur un élément qu'on apporte. Je sais pas, par exemple, prenons n'importe quoi, dans un style, voilà, je fais ça. Est-ce que je vais improviser? Oui, ça c'est improviser, je ne vais pas réfléchir un seul instant de vous faire ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Alors, une fois que j'ai fait ça, soit je peux faire quelque chose qui va
pourquoi pas, qui va contraster. Mais j'aurais pu faire autre chose. J'aurais pu dire, j'allais développer ça. Voilà. J'aurais pu dire, je vais faire des éléments complètement... je vais me dans l'harmoniser. En fait, et donc là j'improvise. Mais c'est-à-dire sur le moment, je me donne simplement, pas des contraintes, mais je me dis, tiens, je vais aller là, je vais plutôt faire ça. Non, je vais ensuite rompre ça. Non, je vais essayer de développer cette mélodie sur un plan intervallique. Non, sur un plan... Donc je me donne un tas de petits trucs. En fait, c'est complètement malade, mais c'est comme s'il y avait deux personnes. Il y en a un qui est au fourneau, là, qui est en train de faire le truc, puis il y a la deuxième personne qui dirige derrière, donc tu vas aller plutôt là, tout ça. Bon, on finit complètement bipolaire, hein. On finit très très mal. Tu vois, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que moi, ça me fait penser beaucoup au jazz. Moi, qui suis pianiste de jazz, c'est que quand on me demande justement ces questions-là sur l'improvisation, je dis toujours que l'improvisation, c'est aussi faire des choix, en fait. Donc à un moment donné, tu as un échelle des possibilités, et ces possibilités-là, tu les as étudiées à un certain moment, tu les connais, et tu essayes à chaque fois de choisir la meilleure possibilité dans un minimum de temps. Mais ces choix-là, ils sont toujours renouvelés, et en fait, finalement, ce que tu prépares à la maison dans l'improvisation, parce qu'on ne voit pas aussi le travail derrière de l'improvisateur, oui. de toujours répéter des choses, tester des possibilités, bah c'est que quand ensuite on est en concert, eh bien on puisse à chaque fois prendre les bonnes décisions selon le contexte, selon ce qu'on demande. D'où l'importance de travailler. Et voilà. Et le travail, donc, c'est un travail, c'est pas se faire plaisir. Hein. Il y a rien de plaisant à travailler l'improvisation. Premièrement, donc, il faut faire à mon avis, il faut vraiment faire de l'harmonie, il faut faire de l'écriture, il faut faire de la basse continue, il faut faire de l'accompagnement, il faut lire de la musique, énormément de musique, il faut lire. Faut manger tout ce qu'on peut se nourrir, tout ce qu'on peut se nourrir. Et ensuite, sur le travail d'improvisation, eh ben, il y a un travail, par exemple, tous les accords que je vais pouvoir mettre, par exemple, sur une note. Je ne sais pas. Je les cherche tous, hein, mais juste même des accords tout simples. Hein, on n'est pas obligé d'avoir des trucs compliqués. Voilà. Alors, on peut faire des trucs comme ça. On peut s'amuser, des petits exercices comme ça. Après, ça peut être des exercices de rythme. On prend une cellule rythmique. Mais juste pour travailler. Mais c'est toujours des études, j'appelle ça des études qui durent 1 minute. Courte, ouais. C'est une contrainte, une seule. Pas dit. Comme ça, on ne parle pas de la forme, on ne parle pas de la méthode. Ça peut être une question mélodique. Comment on prend une mélodie et on la développe. Alors, voilà. Je suis parti de ça. J'ai copié un petit peu, transposé cet élément et je le développe la 3e fois. Voilà. Des choses comme ça. Ça peut être des questions de contrepoint, s'amuser à faire un peu de renversable dans le style de Bach, je sais pas. Voilà, où on s'amuse à faire des marches simplement pour s'habituer à délier les mains. Pas que toujours la main soit l'accord et ça c'est la mélodie qui bouge dans tous les sens. Non, pour s'habituer à faire des trucs comme ça. Donc il y a plein de petits exercices un peu contraignants comme ça. Qui sont, je crois, nécessaires, ça c'est pour travailler le vocabulaire et pour en fait ouvrir le champ des possibles en fait. Et ensuite, il y a vraiment l'improvisation. Et l'improvisation, là où ça va être intéressant, c'est une fois qu'on a fait tout ce travail préparatoire, ça c'est du travail de préparatoire, il faut plus se poser la question. Hein, quand je me souviens, quand je donnais comme ça des petits cours d'impro, des masters comme ça, pour moi, ça ne devait pas se poser des questions. Sur le truc. Je leur disais, hop, au clavier, alors tout de suite, mode de si sur fa, tac, tac, il fallait tout de suite qu'ils répondent. Il ne faut pas se mettre, ah ouais, il faut... Non, trop tard. Ce genre de truc, pour moi, il fallait que le cerveau aille à toute vitesse. C'est pas compliqué, c'est comme l'étape de multiplication, c'est pas très compliqué. Une fois qu'on les sait, c'est fini. C'est pareil, il faut savoir transposer les modes dans tous les tons sans réfléchir. Et une fois qu'on a fait ça, on travaille sur ce qui est intéressant, la forme, le matériel. Qu'est-ce qu'on fait d'une idée? Voilà, et ça c'est intéressant. Et là, j'ai envie de dire, on s'en fout, pardon de l'humour, mais du style. Hein.
Parce que je peux donner cours à quelqu'un qui improvise dans le style de Mozart, dans le style de Céline Dion ou dans le style dans son style à lui. Ça m'est égal en fait. C'est pas une question de langage, pas une question de style. C'est vraiment comment on va construire une idée pour qu'il y ait une cohérence du début à la fin d'un discours. C'est tout. Et est-ce que là-dessus, il y a des formes connues, les formes sonates ou d'autres. Ouais. Est-ce qu'on est obligé, d'après toi, ou c'est mieux de suivre des formes déjà explorées, ou est-ce que tu as déjà rencontré des gens où toi-même tu explores des nouvelles formes, et quels sont les critères que tu te mets pour dire cette forme tient la route et me convient? Tu vas beaucoup parler de symétrie, j'imagine. Oui. Alors, il y a les formes classiques. Hein. La plus simple, c'est la forme ABA, hein. Celle avec laquelle on va commencer quand on fait de l'impro libre. C'est-à-dire, on démarre avec une idée, on fait une idée contrastante au milieu, et puis on revient à l'idée. Déjà, c'est pas facile pour certains de retrouver ce qu'ils ont fait au début. Il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair, et il faut qu'ils aient mémorisé. Ça veut dire qu'ils aient suffisamment de conscience dans ce qu'ils font pour être sûr qu'ils arrivent à y revenir. Donc ça, c'est déjà le numéro 1. Ensuite, il y a, je dirais, avant d'aller sur les formes sonates, tout ça qui sont difficiles, il y a tout ce qui va être formes plus contraignantes qui permettent quand même de développer. Par exemple, la passacaille. Hein, c'est vraiment l'idée de la variation. On a toujours une basse. N'importe quoi. Et puis comme ça, on apprend, soit on change le rythme, soit on change l'harmonie, soit on change la mélodie, mais on a toujours un cadre. Donc ça aide quand même pas mal les gens. Il y a la variation, hein, on prend un thème et on fait des variations. Ça aussi, c'est un cadre qui rassure quand même les gens. Donc ça veut dire que d'une même idée, on arrive à l'extrapoler dans tous les sens pour la modifier sur le plan rythmique, sur le plan mélodique, sur le plan harmonique, sur le plan motivique, plein de trucs qui va les aider. Et ensuite, donc, il y a les formes sonates, fugues et tout ça. Ça, c'est déjà un cran largement plus difficile. Faut y aller mollo, parce que ça rejoint tout le travail qui a été fait avec les autres formes, mais néanmoins, c'est un petit peu plus complexe. Et puis ensuite, je vais appeler la forme libre. C'est-à-dire qu'on ne se donne pas une contrainte de vouloir épouser un modèle existant. Mais néanmoins, la musique a toujours une forme. Elle a toujours une structure. On ne va pas utiliser le mot forme, on va appeler une structure. Ben, c'est ça qui est intéressant. Donc là, moi, je fais travailler ça. Par exemple, un élève, je sais pas, il est dans un flow comme ça, puis je sais pas, et puis à un moment, il fait voilà, et puis ça revient jamais. On a eu une espèce d'élément, on ne sait pas ce que c'est venu comme ça, là, hop, oh là, je suis là, et hop, je me casse. J'ai jamais vu ça, moi. Je sais pas. Je veux dire, alors, ah ben, il a fait ça, bon, entre... On le développe, on le prend, ça devient un thème. Il prend la suite de l'autre élément. Et comme ça, de manière un fondu enchaîné, il démarre. Et donc, on va travailler sur ça. Parce que ce qui est le plus difficile, en fait, à ce niveau-là, après, c'est les transitions. C'est comment on va amener d'un élément à là. Mais c'est ce qui est le plus passionnant. Mais aussi, ce que je me disais, on en avait un petit peu parlé aussi avant, c'est cette idée de carrure, quoi. C'est-à-dire que des fois, on va improviser et en fait, on ne retrouve pas, des fois, ce sentiment de symétrie qu'on peut avoir dans les danses ou des fois dans les ballets. Et c'est vrai que, mine de rien, des fois, moi je le vois, par exemple dans le jazz, on a l'habitude d'improviser sur des grilles. Mais c'est rare qu'on nous demande, dans des concours ou dans des examens, d'improviser la grille. C'est-à-dire, dans l'improvisation, tu vas improviser la grille. Et des fois, moi ce que je me rends compte dans le jazz, des fois, bien, comment on fait des fois pour improviser? Ok, tu as 8 mesures, mais vraiment 8 mesures, où il n'y a rien d'écrit du tout, mais tu arrives quand même à dégager un sens tonal. Parce que, bien oui, le sentiment de dominante, tu ne vas pas le mettre n'importe où, le sentiment, etc. Et ça, aussi, à quel point pour toi c'est important ce travail-là de carrure? On voit, je pense surtout à Ravel, par exemple, qui est très symétrique par rapport à Mozart, ou même chez Chopin aussi. Et toi, est-ce que c'est des choses auxquelles vous parlez de la carrure? Parce que c'est pas seulement l'harmonie est liée à la carrure, etc. Ah oui, complètement. Alors, surtout quand on travaille à la manière 2, dans les styles 2, la carrure, c'est hyper important. Mais c'est souvent lié au rythme, en fait. Parce qu'en fait, on ne parle jamais du rythme. En fait, je ne sais pas pourquoi, quand on parle d'improvisation, on parle tout le temps d'harmonie. Bon, c'est vrai que c'est un aspect assez complexe de la question et c'est difficile. Mais on ne parle que de ça, des accords. Et ça m'énerve d'ailleurs. Mais jamais on va parler de la mélodie.
Alors ça, c'est la grande oubliée, hein. Ça c'est l'absente numéro déjà, 1. En classe d'écriture, il n'y a Déjà, on en parle je pas. parlais, il n'y a pas de classe de mélodie. Je disais que c'est super dur, ouais. Ça vient En fait, beaucoup c'est plus tellement dur. difficile que je pense que c'est pour ça aussi C'est que dur. les chants sont donnés, hein, Oui. parce que pour Bah. éviter dérapage peut-être. Et puis c'est surtout cette relation intrinsèque avec le rythme, qui est un grand oubli aussi. On ne parle pas du rythme, alors que le rythme est un moyen de construire une mélodie, est un moyen aussi de lui donner juste une ossature, en fait, simplement. Et ça amène à la structure. Parce que tu parles bien sûr des questions de structure, mais dans ce cas-là, on peut parler des questions de rythme harmonique. Voilà, c'est Pourquoi, ça. quand on arrive Absolument. sur une cadence, il y a une accélération de l'harmonie qui fait que on arrive comme voilà, ça se perd comme un cheveu à la soupe. En fait, il y a plein d'éléments techniques qui vont faire qu'on arrive de manière évidente. Tiens, il y a une accélération rythmique au niveau de la cadence, et comme par hasard, ça vient conclure là. Mais ça a créé une vraie une question de proportion en fait, une question de proportion plus que de structure. Hein. Mais c'est vrai que toutes ces questions-là, on n'en parle pas tout simplement parce que c'est beaucoup de choses. Parce qu'on demande aux gens de devoir penser à la mélodie, au rythme, à l'harmonie, à la structure. Ben, ça fait énormément de choses à penser. C'est pour ça que je suis plutôt hyper enclin à pousser les gens à toujours travailler avec des contraintes pour l'improvisation au début. Parce que la basse continue, ben, on ne se pose pas la question de la carrure parce qu'elle est donnée. La basse, elle est déjà écrite, donc il y a déjà cette idée du rythme harmonique et il y a déjà cette idée de la carrure, de la structure. C'est pareil, quand on improvise des variations, finalement, puisqu'on est sur un thème qui a des carrures quand même, eh ben, on est obligé un peu d'épouser ces carrures-là quand on improvise. Et donc, je pense qu'à force, par imprégnation, à force d'être habitué à travailler dans des carrures, ben, on finit par se les approprier quand on improvise de façon libre. C'est ce que j'allais te dire, parce que si Thomas, donc tu as été aussi professeur d'harmonie au clavier, Oui. et avant d'être professeur, tu as été élève. Eh oui. Élève de Isabelle Duhat, Eh qu'on connaît. Et souvent, pour les pianistes-interprètes, eh bien, on leur fait passer des cours d'harmonie au clavier. Et en fait, si tu veux, c'est leur porte à eux pour l'improvisation. Parce qu'en fait, des fois, dans les conservatoires, si tu veux improviser, soit tu fais du jazz, ce qui est très difficile de commencer l'improvisation par le jazz, surtout quand on est pianiste classique interprète, ou alors on leur dit peut-être tu vas faire des cours d'harmonie au clavier. Alors c'est très très dur de trouver des professeurs d'harmonie au clavier, moins qu'avant j'imagine aujourd'hui, mais à quel point toi tu penses d'avoir ces cours d'harmonie au clavier, tu pourrais expliquer ce que c'est, ça permet d'ouvrir à l'improvisation. Mais je trouve, moi qui ai aussi fait des cours d'harmonie au clavier ayant commencé par le jazz, je trouve qu'aussi des fois ça peut avoir ses défauts, parce qu'en fait on est toujours dépendant des basses chiffrées ou du chant donné en fait quelque part. Donc c'est aussi une autre forme de dépendance, et des fois des gens qui sont très bons en harmonie au clavier, mais en fait ils sont pas forcément bons en improvisation. En fait, Oui, des fois. c'est vrai. Et ça serait intéressant que tu parles aussi de cette porte d'entrée là pour passer par l'improvisation, de passer par l'harmonie au clavier. Qu'est-ce que ça apporte, mais aussi les défauts que ça peut apporter. Alors, la porte d'entrée, c'est vraiment que ça crée vraiment, c'est au confluent entre la pratique de jouer du répertoire et la pratique écrite. Et donc, je pense que ça relie les deux. Ça permet, je pense, aux interprètes de prendre conscience de certaines choses. Je me souviens d'un étudiant qui était venu un jour. Alors, je pense que je leur montrais en cours les retards, les doubles retards de 9/7. Alors voilà, un pianiste qui entend ça dans les trucs de Bach, tout de suite, ils sont comme ça. Mais alors c'est quoi les cours d'harmonie au clavier? Comment ça se passe? Alors, mais ça c'était quoi par l'idée? exemple, ils avaient des basses chiffrées, puis en fait, c'était pas assez riche, ils faisaient des trucs, c'était un peu plateau. Je me disais, mais non, mais là on peut faire un double retard. Et En fait, donc ouais. je leur apprenais, je leur montrais, mais regardez, si vous retardez la mornie, vous allez profiter de cet accord extraordinaire, parce que si vous faites directement le deuxième degré, c'est... Bon, je leur montrais des trucs comme ça, puis donc là, on a les yeux qui brillent, c'est toujours un moment émouvant, les yeux tac, 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 tac. Mais alors d'un point de vue de la pédagogie, quand on arrive en classe d'harmonie au clavier, c'est quoi le but en fait? Qu'est-ce qu'on essaye de faire? Est-ce qu'on essaie aux gens de les faire improviser, de les faire sortir de ça? Ou alors non? Moi, j'ai essayé que... Parce que premièrement, il faut être très conscient, on a un profil très varié d'étudiants qui venaient, des étudiants qui n'avaient pas d'appétence pour ça, des étudiants qui étaient très intéressés par ça, des gens qui venaient plutôt vraiment du piano, des gens qui venaient de l'écriture. Alors c'est toujours un combo assez large, donc faut rester modeste, on n'a qu'1 heure par semaine, c'est pas beaucoup. Donc mon seul but c'était simplement de leur faire savourer les choses, qu'ils commencent à prendre conscience de ce qu'ils jouaient, ce qu'ils entendaient, etc.
parfois, ça développait chez eux des facultés d'improvisation. Mais ça n'a jamais été le but que j'ai cherché à développer parce que c'est peut-être un peu pas sympathique de ma part, je ne suis pas sûr que ce soit pour tout le monde d'improviser. Voilà. Je crois qu'il y a des gens ils n'ont pas d'appétence pour ça, ça ne les intéresse pas. Et je n'en veux pas, c'est comme ça. Si vous voulez, moi c'était mon premier rapport à la musique, mais ça ne veut pas dire que j'aurais été peut-être plus appliqué comme élève, plus sérieux, peut-être que j'aurais pas aimé cette liberté à 13 ans. Peut-être j'aurais voulu qu'on me donne des pièces et que je m'applique à les respecter, etc. Il y a beaucoup de gens, j'ai déjà vu des gens qui commencent, ils ont, en fait, quand on leur dit, on leur donne cette liberté, on leur donne une mélodie, comme ça il faut trouver un accompagnement, on les bloque. Les bloque à vie, c'est fini. Mais alors dans le cas contraire, moi ce qui a été mon cas pour le coup, comme on a parlé la dernière fois, c'est que moi justement, qui me suis intéressé à l'improvisation classique, en tout cas à la manière d'eux, ou l'improvisation à partir du répertoire, mais moi je n'ai pas trouvé personne pour me montrer comment faire dans les conservatoires. Donc quand même, il manque quelque chose, mais même si ça, on va dire, c'est assez balbutiement, mais il n'y a pas vraiment d'endroit où on peut trouver des façons d'improviser, en tout cas, interpréter ça oui, mais improviser. Comment on fait pour improviser si on est pianiste interprète et qu'on a envie aussi d'être capable de faire ce dont tu parles? Ça prend Parce que quand toi, tu es arrivé déjà au Conservatoire de Paris, tu improvisais déjà avec Thierry Sketch, etc. Mais avant ça, il n'y a pas de premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, etc. Non. Et en plus, les professeurs ne sont pas formés pour ça. Donc en fait, on perd quelque chose. Non, mais il n'y a pas la technostructure pour faire ça, c'est clair. Mais parce que je crois que... Enfin, tu parles tout de suite de l'improvisation. En plus, tu as utilisé le mot « à la manière d'eux ». Alors ça, c'est ultra difficile. Je veux dire, tu parles d'un truc qui est hyper difficile, qui est très élitiste, pour le coup. Donc, en plus, qui t'a choqué, alors que c'était mon métier, je ne sais même pas si c'est très utile. Alors que je le fais. Alors, j'adore improviser. Ça fait singe savant. À la manière d'eux, c'est très... voilà. L'utilité musicale et finie de ça, je me pose toujours la question. Mais j'adore le faire. En classe d'écriture, c'est ce qu'on fait. On fait du pastiche. Et ça nous apprend quand même à pouvoir mieux écrire un petit peu. Alors moi je crois que ça apprend à apprécier la musique différemment. Moi je me rends compte que quand on apprenait à écrire une fugue, les fugues que je travaillais après à l'orgue, je ne les entendais pas de la même manière. Déjà mes oreilles s'étaient ouvertes, j'entendais les voix, ce que j'entendais pas du tout avant, et je comprenais. Et je savais apprécier, voilà, c'était même au-delà de comprendre, je savais apprécier. Je savais pourquoi une fugue de Bach, celle-là est immensément géniale, et parfois d'autres sont juste moins intéressantes. Je commençais à donner aussi de la hiérarchie dans mes goûts. En fait, ça a sculpté mon goût, ces classes d'écriture. Au-delà de savoir écrire, j'en écris plus des fugues. Bien sûr. Ça intéresse à qui d'écrire des fugues? Personne. Mais justement, je trouve que c'est ça l'intérêt aussi de passer par l'improvisation. À la manière d'eux, évidemment, c'est un grand mot, mais c'est aussi de prendre un autre rapport à son interprétation aussi. Et justement, moi, ça m'intéresse cette question-là, c'est-à-dire le rapport entre l'improvisation et l'interprétation. Toi, comment c'est venu? Parce que j'imagine qu'au Conservatoire de Paris, tu devais passer beaucoup de temps aussi d'investissement à l'interprétation, à la finesse de l'interprétation. Mais l'improvisation aussi venait se greffer là-dessus. Peut-être que des fois, tu disais « Oh là, j'ai pas le temps d'improviser » ou alors « Oh là là, je me perds trop, je suis trop en train d'improviser alors que je dois travailler. » Alors, voilà, ça, je vais encore devoir parler de moi un petit peu, mais en fait, là, il y a eu un changement au fur et à mesure des années sur, on va dire, mon intérêt pour les deux disciplines, interprétation et improvisation. Au début, j'improvisais tout le temps. C'était vraiment... D'ailleurs, dès que je commençais à travailler, je m'ennuyais. Et au bout de 10 minutes, je commençais à partir en vrille. C'était terrible. Je n'arrivais pas à rester concentré pour travailler une pièce. C'était un vrai problème. Et ça m'arrivait même en cours, comme ça. Dès que je me trompais, je partais à improviser. Ma prof de piano me disait « Mais c'est pas les notes écrites ?»« Ah oui, pardon. » En fait, j'étais en train d'improviser. Ça a duré assez longtemps. J'avais vraiment besoin de ça. Et puis, j'avais vraiment envie d'improviser. J'improvisais. Puis, j'ai beaucoup travaillé quand j'étais étudiant, etc. Et en fait... Maintenant, j'improvise plus beaucoup. J'improvise surtout en concert ou pendant les messes à Saint-Eustache, mais de moins en moins, je me mets au clavier comme ça en solo pour improviser. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai plus tellement envie. Par contre, je travaille beaucoup plus de répertoire qu'avant. Thomas, moi, ce que je voulais te dire, moi, ce qui m'a frustré quand j'ai commencé la musique, c'est que j'ai trouvé que des voix pour commencer la musique par l'interprétation. Et moi, ce qui se passait, moi, je n'étais pas bon en lecture en plus.
comme toi, eh bien, lorsque je voulais jouer de la musique, j'étais obligé de passer par une pièce du répertoire. Mais donc il suffisait que je l'oubliais ou que je la travaillais pas assez pour qu'ensuite je devienne muet devant mon instrument. Et ça, c'est ce que je retrouve chez la plupart des gens qui sont des fois déçus du conservatoire, qui vont en école de musique. Ils disent « bon voilà, le solfège, ça m'a pas plu » ou alors « je jouais que toujours les mêmes morceaux ». Et en fait, ce que je me dis, c'est que finalement, j'ai l'impression que le parcours d'interprète, c'est un petit peu le parcours d'élitiste. Et que finalement, le parcours d'improvisation, eh bien, ça permettrait à des personnes qui n'ont peut-être pas la rigueur ou la capacité de passer du temps à la finesse de l'interprétation, eh bien, à passer plus de temps sur le côté plus musical, plus le côté jam, plus le côté « ok, je ne suis pas un très bon interprète, mais je peux jouer en groupe, je peux accompagner, comme tu disais, des chanteurs, accompagner des chorales, jouer différents styles. » Ça permet, moi, par exemple, je ne peux pas me faire remplacer par un pianiste classique pour un concert Elton John ou ce genre de choses. Alors que leur niveau technique est impressionnant, je trouve ça un peu dommage que la majorité des pianistes, malgré leur niveau technique, ne sont pas capables de réaliser des accompagnements simples sur du Edith Piaf. Là, on ne parle même pas de faire du pastiche, quoi que ce soit. Mais je trouve que ça manque dans la formation classique aussi un rapport plus professionnel et direct à la musique. C'est-à-dire jouer des sonates de Beethoven, certes, mais ça sera peut-être pour 0,5% des gens. On a plus besoin aujourd'hui, voilà, dans le monde du travail, d'être capable de faire accompagner du Edith Piaf ou du Jacques Brel. Et ça nécessite moins de travail, finalement, que le temps qu'ils consacrent à cette finesse de l'interprétation. Je voudrais bien avoir ton avis là-dessus. Alors, c'est plusieurs choses. Premièrement, c'est jamais facile d'avoir un avis par rapport à son propre vécu. Ce que tu fais, parce que finalement, tu as un avis par rapport à ta propre expérience. Donc après, c'est facile de blâmer, entre guillemets, les conservatoires, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est comme dans l'éducation nationale. Hein, c'est le renouvellement par lui-même. C'est-à-dire que les gens pour qui ça a été facile, c'est les gens qui ont dans les modes d'apprentissage cette facilité, ce côté appliqué, on va dire. On lit une partition, on la travaille, etc. Ils sont très vite à l'aise, ils montent vite les échelons, etc. Ça leur plaît, et en fait, ils veulent devenir après professeurs. Et c'est perpétrer le truc comme ça. C'est exactement pareil dans l'éducation nationale. C'est un processus de renouvellement par lui-même. Il n'y a rien de grave là-dedans. Bon, après, peut-être ce qu'on peut dans ce cas-là, reprocher, au lieu de... Parce que, encore une fois, je pense qu'il y a vraiment des profils pour qui ils ont besoin de ça. Et un profil où, je sais pas, on leur ferait faire d'abord du Elton John, tout ça, on les perdrait à jamais. Donc je pense plutôt, ce qu'il faudrait essayer de voir, c'est comment voir différents processus d'apprentissage dans un établissement, en fait. Mais là, ça pose d'autres questions. C'est-à-dire que, je suis désolé, moi, je connais pas beaucoup de musiciens qui sont capables d'être... multitâche, de pouvoir à la fois enseigner le côté rigoureux directement de la partition, le côté complètement libre, etc. Ça demande des profils XXL ça court pas les rues quand même. Donc en fait, je pense qu'il y a un côté pratico-pratique. Je ne pense pas qu'il y ait une volonté de renier ça, en fait, ce rapport simple au clavier, tout simplement, que tu définis bien. Mais je pense que c'est simplement un côté pratico-pratique. Peut-être, mais ça va peut-être changer. On voit quand même qu'il y a pas mal de discours allant vers ça. Mais encore une fois, je pense qu'il faut être modéré dans cette volonté de passer par l'improvisation comme enseignement, comme premier rapport à la musique. Comme il y a eu des dérives en fait dans l'éducation nationale avec toutes les écoles, les écoles Montessori, les trucs, des bazars, dont certains sont bien, certains sont catastrophiques, je suis désolé, et il ne faudrait pas non plus qu'on ait cette dérive dans l'enseignement musical. Je crois que il faut voir qu'il y a différents profils et il ne faut pas simplifier le discours. Il ne faut pas croire que l'improvisation est quelque chose de facile, c'est quelque chose de très exigeant aussi. Et que certes, il y a un rapport peut-être plus ludique à l'enseignement, parce qu'on passe par le clavier, on passe par une pratique très variée, moins contraignante, mais néanmoins, elle reste très exigeante. Donc, je comprends tes choses, mais je ne les partage pas tout à fait dans la mise en pratique. Alors, ce que je pourrais rajouter à ce que tu dis, c'est que certes, l'improvisation, c'est aussi une pratique exigeante. Je suis bien placé pour le savoir. Pour autant, des fois, on ne se rend pas compte, mais le simple plaisir de rentrer chez soi, faire 3 à 4 accords, pas grand-chose. En fait, je trouve que des fois, on parle pas assez aussi du côté bien-être derrière son instrument. Ça peut paraître un peu bateau, mais la plupart des gens
des fois, quand ils rentrent en conservatoire, mais ils ont juste aussi envie de ressentir ce bien-être derrière leur instrument. Ils n'ont pas beaucoup de temps à consacrer. Et je pense que la voix par l'interprétation, eh bien, des fois, va éloigner des fois ce côté bien-être. Alors, certes, on peut dire oui, mais il faut quand même bien corriger la position de ton doigt, il faut t'asseoir comme ça, il faut t'asseoir comme ça, etc. D'accord, mais je pense qu'au départ, le côté bien-être est important parce qu'ensuite, ceux qui veulent aller plus loin, ils le peuvent. Et ceux qui n'iront pas plus loin ou qui ne peuvent pas aller plus loin, il leur restera quelque chose qui leur permettra de prendre du plaisir derrière leur instrument sans pour autant être dépendant de la rigidité des fois de l'interprétation. Oui, je suis absolument d'accord. Là, le côté... En fait, moi, je parle toujours d'un rapport charnel, la musique. Moi, c'est le mot que j'utilise parce que c'est le plus simple. Moi, j'ai toujours gardé ce rapport charnel à la musique. C'est mes premiers plaisirs à la musique, c'est de me mettre au clavier et de faire du son, quoi. Voilà, pour moi, c'est un faire du son. Mais j'aime bien cette idée parce qu'on ouais. retrouve beaucoup de gens qui nous disent « j'ai été déçu du conservatoire, je suis dégoûté de la musique classique ». Alors ça, d'écouter du piano. En fait, je me dis « mais on perd ce rapport au son ». Tu sais, comme tu parlais quand tu étais petit, empiler des quintes, empiler des tierces. Rien que ça fait du bien en fait déjà. Et il y a beaucoup de gens qui même empiler des tierces, ça leur vient pas à l'esprit. Mais ils osent même pas. Et moi, comme tu dis, moi j'aime beaucoup faire ça aussi. J'avais mon petit clavier, je mettais le son, tu sais, violon, et j'empilais des quintes jusqu'à ce que je ne pue pas. Je mettais des poids pour faire toutes les quintes du piano et j'adorais en fait. Rien que ça, en fait, je trouve que ça fait vraiment du bien, en fait. Oui, mais faire du son. Moi, j'appelle ça faire du son. Enfin, moi, j'ai ce plaisir-là. Ça a été mon premier rapport à la musique et parce qu'en fait, c'est des phénomènes physiques. Hein. Ce qui se passe, c'est que on est touché par un phénomène physique et on ne se pose pas de questions. Et donc ça, oui, là, je suis d'accord que la musique doit passer par ce rapport physique. Et c'est pour ça que, bon, ben, pour des questions pratiques, en passant de l'harmonie, je pense que l'harmonie au clavier devrait être obligatoire. En fait, je ne vois pas le plaisir de passer directement sur le papier. Ça, je ne le comprends pas. Mais bon, il y a peut-être des gens que ça excite. Bon, bah, on va faire des sudoku, non, ça ne passe pas. Mais bon, enfin, si, mais en attendant mon train, quoi. Et en parlant d'harmonie au clavier, moi je trouve qu'il y a un truc quand même qui est choquant, c'est qu'on a des élèves qui arrivent, qui ont 10, 20, 40 ans de piano derrière eux. On en a qui arrivent récemment, ils ont 65 ans de piano derrière eux, donc c'est des très bons amateurs. Ils ne comprennent rien ce qu'ils jouent. C'est-à-dire qu'ils comprennent le solfège, ils savent lire et déchiffrer plutôt bien, voire très bien, mais ils ne comprennent pas cette harmonie du coup qu'ils jouent. Comment ça se fait, d'après toi, qu'on arrive à ce point-là, avec pas mal de gens quand même qui ont fait, pourtant ils ont bossé, toi, c'est des bons amateurs. Oui. Mais ils savent lire, et beaucoup de gens confondent le truc de connaître le solfège et comprendre la musique. Parce qu'on leur a jamais mis le doigt dessus. Et parfois, il faut peu de choses. Parfois, même au niveau de mes étudiants, hein, donc c'est quand même des étudiants en orgue du CNSM, donc ils sont de très bon niveau. Puis parfois, je me rends compte qu'il y en a qui n'ont pas parfois cette sensibilité pour entendre quelque chose de plus... Une hiérarchie dans une phrase, on va dire, il y a des endroits qui sont plus beaux. On pourrait les expliquer techniquement, mais enfin c'est quand même pas très plaisant à expliquer, ça rentre toujours dans un ratio un peu intello, pas si intéressant, mais ils ne le ressentent pas naturellement, ce côté charnel. Alors, parce que je me dis, je mets au clavier, mais je lui dis, attends, là il fait ça, et tu passes à côté comme si de rien n'était. Mais tu sais, il aurait pu faire ça. Alors je transforme la pièce, et je fais des trucs plus simples qu'il aurait pu faire, tout à fait. Et donc je me dis, ah oui, c'est vrai, il aurait pu faire ça, il aurait pu faire autre chose. Et puis finalement, il fait ça. Clac. Et puis là, ils ont compris, ah oui, non mais bien sûr, il a fait ça. Parce que souvent, en fait, quand ils interprètent, en fait, c'est des pièces qu'ils ont entendues. Il n'y a plus rien de magique pour eux. Ils ont entendu ça pendant tellement longtemps, ça fait partie de leur culture, comme de la musique de supermarché. Ils le jouent, ils se font plaisir parce qu'ils essayent de renouveler le plaisir qu'ils ont eu en écoutant, mais ils n'ont pas le plaisir de qu'est-ce qui est beau dans cette musique? En fait, c'est pas ça. Ils se font plaisir en jouant une musique qu'ils ont entendue, qu'ils voulaient jouer. Mais c'est pas forcément un plaisir, ce plaisir, mais incandescent qu'il y a à se nourrir de cette musique. C'est comme ça, mais parfois il suffit de leur mettre le doigt en leur montrant, mais tiens, ça aurait pu être autre chose. Est-ce que tu as rencontré des gens qui sont 100% épanouis musicalement parlant, peu importe si ce sont des amateurs ou des professionnels, et qui sont incapables d'improviser? Oui. Plutôt des gens professionnels ou
ou des étudiants qui sont en voie de se professionnaliser, qui sont pas du tout improvisateurs, qui ont peur de ça, et qui sont tout à fait remarquables, très sensibles, du reste. C'est comme ça, moi je juge pas, c'est comme ça. Il y en a qui n'ont pas besoin de ça. Il y en a qui n'ont pas besoin de ça. Et je ne dirais pas qu'il manque quelque chose, c'est comme ça, ils n'ont pas ce rapport-là. C'est comme ça. Mais je pense que c'est vraiment dû à la culture de chacun. Moi j'ai toujours dit, j'entends avec mes doigts. Je me souviens quand je faisais mes devoirs d'harmonie à la table, justement, je mettais les doigts sur la table, parce que j'avais l'impression d'entendre quand je mettais le doigt sur la table. C'est bizarre, hein? Mais c'était connecté à mon cerveau. Moi, je suis pareil que toi. Je mets les mains parce que sinon. Voilà. Alors, mais sans claque. Plus quand tu as l'oreille absolue ou pas? Ah non, pas du tout. Alors, je suis sourd comme. Parce que c'est sûr. Il est sourd. J'ai vu plus sourd dans ma vie. Sur ce genre de vidéo, en général, les gens disent oui, mais lui, c'est facile. Il a l'oreille absolue. Il faut tout jouer. Je suis sourd, complètement sourd. Alors, vraiment. Hein, puis, je peux rejouer un truc que je viens d'entendre, mais à la quinte au-dessus. Hein, je n'ai aucun problème. Alors là. Ça, c'est avantage et inconvénient. Donc c'est super intéressant tout ça parce que justement, moi je me suis toujours demandé, la manière que j'ai travaillé l'improvisation, c'était en copiant finalement, en copiant les solos de jazz que j'aimais bien, les harmonies que j'aimais bien, les marches que j'aimais bien, je les transposais et tout, etc. Et en fait, moi ce qui m'intéressait aussi, c'est, d'accord, tu as appris un peu à improviser un petit peu par toi-même, mais tu n'étais pas forcément au départ dans le fait de copier, le fait d'aller chercher des influences, j'ai l'impression. Bah, quand même, après, comme je te disais, pour les emprunts et tout ça, j'écoutais des choses. Et alors, qu'est-ce qui t'a attiré directement? Tu t'es dit, ça, c'est facile à faire, ça, je l'entends. Parce qu'il y a aussi ce rapport à la virtuosité. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, comment est-ce que tu as pu résoudre le problème de la virtuosité et le problème de l'improvisation technique? En fait, au bout d'un moment, à force d'improviser, on développe une agilité. En fait, on passe des heures sur le clavier, hein, beaucoup plus que contraint par une partition. Donc en fait, on finit par développer une technique. Elle a rempli de défauts, certes, mais on a des doigts qui deviennent agiles, en fait. Parce que c'est aussi un frein, ça aussi. On peut dire, je ne peux pas improviser, j'ai pas assez de technique, je suis pas assez virtuose, j'ai pas assez de... Et moi, je passe beaucoup de temps à dire que l'improvisation n'est pas liée à la virtuosité. C'est un moyen, mais c'est pas forcément ce dont on a besoin pour improviser aussi. Ça peut très vite devenir un handicap, quand même. Et justement, c'est ça qui m'intéresse, c'est à quel point la virtuosité pour toi, elle a un rapport aussi avec la pratique de l'improvisation et son développement. Elle permet plus vite Parce que par exemple, si on dit, tiens, maintenant je veux le thème à la basse, si on n'a pas de technique, c'est le cauchemar. C'est le cauchemar. Tu sais, de prendre une mélodie, de la mettre dans une autre voix, c'est très difficile en fait. Et donc, si on a les doigts pour faire ça, c'est pas un problème. C'est pour ça que je pense qu'il faut évacuer ces questions-là assez vite. Mais de toutes les manières, mettre un thème à la base, ça vient déjà plus tard. Je veux dire, quand on commence de toutes les manières, je crois que si on est vraiment intéressé à chercher par soi-même, etc., on finit par développer quand même des doigts. Enfin, je crois que ça se nourrit en fait. Hein, ça se nourrit. Mais d'où l'importance quand même, je crois, de faire les deux à la fois, interprétation et improvisation. Je crois que les deux doivent se nourrir parce qu'il y a des... Et puis tu vois, tu as dit une chose intéressante, hein, parce qu'au début tu disais, oui, moi je voudrais commencer la musique par l'improvisation, mais là tu as dit, j'ai commencé en copiant des improvisations que j'aimais. Donc tu vois, il y a quand même l'idée, alors ça c'est pas une pièce que tu interprètes, mais c'est quand même tu es parti d'une contrainte, qui est celle de recopier quelque chose que tu avais, Tu vois, donc l'idée de... C'est pour ça, moi, l'idée de partir dans le vide, je n'y crois pas du tout. Ça doit marcher pour à peu près 0,0001% de la population, c'est-à-dire personne. Et puis, mais sinon, il faut toujours partir à partir de quelque chose. Ça peut être, évidemment, une improvisation qui t'a plu, que tu essayes d'imiter. Je sais pas, moi j'ai adoré Bill Evans, je passais mon temps à essayer de reproduire ce que j'entendais, parce que moi c'est un génie, quoi. Mais voilà, mais on passe par l'idée de s'approprier quelque chose qui ne nous appartient pas pour trouver son chemin de... Mais j'avais pas ce stress de quelqu'un qui va te dire « Ah non, ton doigt il est mal mis, t'es mal assis, machin ». Alors certes, hein, sur le long terme, ça peut devenir très handicapant, mais des fois, je trouve qu'on va passer beaucoup de temps, que ça soit même dans les classes d'écriture quand j'ai commencé, dans l'improvisation, dans le jazz ou quoi que ce soit, des fois beaucoup de temps sur des choses très théoriques, très abstraites, que ça soit sur, même parce que c'est très abstrait, la manière dont on s'assoit, la manière dont on met les dents, en plus on est tous différents, et des fois pas assez de temps sur le concret, c'est-à-dire j'ai envie de faire de la musique, je veux jouer, je veux ressentir des choses, et des fois on a ce côté un peu exhaustif qui peut nous éloigner finalement du concret, c'est-à-dire
est-ce qu'il est normal que sur le 3e cours, j'ai pas encore écrit une chose en harmonie, je sais même pas c'est quoi encore un accord majeur, on est encore en train de me parler, alors je caricature exprès, mais c'est des choses qui existent, et même dans ce rapport aussi à l'instrument. Est-ce que c'est normal que si on commence un cours de piano, eh bien pendant 3 cours, on nous apprend à s'asseoir sur une banquette par exemple? Je caricature exprès. Mais tu vois, même et dans l'improvisation aussi, des fois on veut apprendre l'improvisation, et on veut être exhaustif. Alors on va parler tous les modes, tous les accords, et puis etc. Alors qu'en fait, des fois, il suffit de peu de choses. C'est ça qui est bien avec le clavier et avec le piano, peu de choses pour faire beaucoup d'effets, avec peu de moyens pour faire beaucoup d'effets. Oui, mais bon, il faut pas généraliser les choses comme ça. Oui, je caricature exprès. Je pense que ça dépend de l'intelligence des professeurs que tu as. Bien sûr. Tu peux avoir des professeurs qui sont des lumières dans ta vie, et des professeurs, bon, bah, ça marche pas, c'est comme ça. Donc je pense que c'est difficile pas de caricaturer, mais de simplifier les choses comme ça, mais bon. Oui, bah écoute, je pense qu'il faut développer plusieurs axes d'apprentissage de la musique, tout simplement. Durant le cursus, avoir différents thèmes. Oui. Des fois, on utilise l'impro, des fois, on fait de l'interprétation. Exactement. Moi, je pense qu'il faudrait que... Il faut être polyvalent. Il faut être polyvalent. Moi, je pense qu'il ne faut pas essayer de mettre l'un contre l'autre, mais il faut ouvrir la possibilité. Voilà. Mais attention, je pense que l'improvisation, pour que ce soit efficace, il faut que ce soit hyper bien préparé. C'est tellement plus simple de donner un cours de piano quand on a une partition qui est déjà écrite. Parce que préparer un atelier d'improvisation, c'est hyper dur. Moi, je trouve ça... Est-ce que c'est donner un cours? Alors ça, c'est une autre question. Est-ce que mettre une partition devant l'élève et lui dire « joue ça », est-ce que c'est donner un cours? Non, mais je veux dire, le fait d'avoir le support d'une partition, c'est quand même 70% de moins. Je vois bien, c'est quand même beaucoup plus facile de préparer un cours d'interprétation au conservatoire que de préparer les cours d'harmonisation au clavier où là, on se disait, alors attends... Là, on veut travailler cette nouvelle donnée. Donner tel accord, voilà, ou tel motif. Alors, comment je vais inventer un exercice qui fait appel à ça? Mais alors, il faut que je reste dans ce qu'on avait appris. Il ne faut pas que j'ai c'est la prise de tête. C'est-à-dire que pédagogiquement, au niveau de l'improvisation, l'enseignement d'improvisation, surtout, voilà, il y a encore des choses à faire, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore, on a tout à faire en fait. Je trouve qu'il y a très peu de trucs préparatoires. Parce qu'il y en a qui sont risqués. Moi, par exemple, quand je voulais commencer un peu l'improvisation dans les styles classiques ou que ce soit, je me suis beaucoup intéressé au traité d'improvisation à l'ordre, notamment celui de Marcel Dupré. Alors j'arrive, c'est vrai quand je te parlais d'austérité, voilà, on y est tout de suite. On arrive alors. Allez, toutes les figures de style, tu sais, de thèmes, peut-être on pourrait les afficher. Alors c'est des vocabulaires. Alors pour le Scrabble, c'est bien. Alors, mais sinon, je ne devrais pas dire trop de mal puisque il était quand même professeur d'orgue au conservatoire, donc c'était un prédécesseur. Oh là là, il faut que je fasse attention à ce que je dis, mais j'ai jamais pu passer la 3e page. Ah oui, voilà. À ce point-là. Ah ben, Alors déjà, il commence en disant, pour bien improviser, il faut savoir jouer toutes les études transcendantales de Liszt et les études de Chopin. Voilà. Si on ne sait pas faire ça, c'est même pas la peine qu'on sait. Et après, quand même, il faut s'accrocher, parce que déjà, il faut comprendre ce qu'il écrit, et ensuite, en fait, c'est pas... Ça sert à rien. Alors moi j'ai trouvé des choses avec mon bagage, mais je veux dire quand on veut en tout cas enseigner l'improvisation d'un sens large, pédagogiquement, en fait, on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et ça serait intéressant, toi, en tout cas de développer ça, de développer la pédagogie autour de l'improvisation. Qui utilise. Voilà. Et trouver un juste milieu entre Marcel Dupré et... Mais nous, c'est ça qu'on essaie d'incorporer avec les enseignants qu'on accompagne, c'est d'utiliser l'improvisation comme outil au service de l'apprentissage du piano et de la musique, et pas forcément que comme but. Notamment, comme tu disais, voilà, certains étudiants ou certains élèves, on va sentir qu'ils ont plus une fibre pour interpréter des pièces. Mais comment on va pouvoir utiliser l'improvisation pour l'aider à se développer plus par lui-même, et pas forcément de bourrer le crâne avec des choses, certains sont assez hermétiques, quoi. Donc là, je trouve que c'est intéressant, mais ça demande une vraie réflexion pédagogique pour dire comment je vais faire pour l'amener au point que je veux, sans passer 20 minutes à l'expliquer ce que je veux, et lui faire vivre les étapes. Et ça, c'est vraiment au cœur de... Parce qu'en fait, on est toujours partagé. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on est toujours partagé entre j'ai pas envie de donner quelque chose de trop simple, trop basique, mais en même temps, on peut pas être trop exhaustif non plus. Donc il faut trouver la solution pour être capable de donner envie, retrouver du plaisir, et que ça soit assez accessible pour la majorité des gens, pour que dans un minimum de temps, j'ai le maximum de résultats et le maximum de plaisir. Et moi, j'ai la conviction que c'est possible, qu'importe le niveau de l'élève, c'est possible. Mais ensuite, on peut s'adapter aussi. Mais on peut trouver des solutions pour pouvoir donner envie, tout en passant par l'improvisation. Et c'est, je pense, aussi une bonne porte d'entrée, sans vouloir être trop exhaustif. Ah ouais,
Pour terminer cet échange franchement hyper riche, merci beaucoup pour ce que tu as partagé. Qu'est-ce que tu dirais ou quel parcours tu proposerais à un enfant qui voudrait se mettre à la musique, au piano ou à l'orgue? Déjà, un enfant donc, en tant qu'amateur, quel parcours tu lui proposerais? Quelles sont les étapes clés pour toi qui l'aideraient à se développer de la manière la plus complète possible? Bon, déjà, je pense qu'il faut que ça soit une volonté personnelle de se mettre au clavier. Hein. Je pense que c'est pas bien de dire que les parents disent tu vas faire du piano. Tu vas faire du piano ou ah, il a 7 ans, c'est le moment de commencer. Hein, moi, moi, j'ai commencé la musique à 10 ans. Je pense pas que ça m'a posé tant de problèmes que ça plus tard. Donc, je crois pas que c'est une question d'âge. Je crois que c'est plus une question de passion et d'envie. Voilà. Donc, déjà, ça, c'est important. Ensuite, je pense que en fait, c'est surtout avoir toujours ce rapport d'avoir du plaisir à faire du son, avoir du plaisir à poser les mains sur le clavier, outre les questions techniques, outre les questions de répertoire ou d'improvisation, quoi que ce soit, peu importe, mais c'est avoir du plaisir. La chose fondamentale, c'est produire du son quand même. C'est ça, faire de la musique, c'est avant tout produire du son. Et c'est toujours garder cette passion-là. Après, concrètement, bah ouais, il y a plein de moyens. Hein. Ça dépend on va dire après, ça dépend de la psychologie de l'enfant. Je peux pas parler pour lui. Il n'y a pas de profil idéal. Il y en a qui seront plus studieux, qui auront peut-être besoin de plus de quelque chose de très cadré, des gens plus fougueux, qui ont besoin qu'on les laisse plus s'exprimer facilement, etc. Après, ça dépend de chacun. C'est très difficile de répondre. Mais en tout cas, dans tous les cas, c'est ce plaisir de ça, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est le son qui arrive là, c'est voilà, il y a quelque chose de charnel, quelque chose de physique. Et quand on perd ça, bon, bah, on arrête. C'est terminé. Voilà, c'est fini pour moi. Si on rompt ce rapport-là, je crois que c'est la musique, autant arrêter. Je crois que c'est plus la peine. C'est terrible, je suis un peu réac là, mais non, pas du tout. C'est la vérité, mais je crois que c'est ça l'essentiel. L'envie, c'est important. Et des fois, c'est vrai que faire naître des envies, c'est pas évident. Moi, des fois, on me disait, tu dois donner envie à tous tes élèves. Mais des fois, il y en a... En fait, des fois, on se demande, est-ce que mon rôle, c'est de donner envie de faire de la musique ou juste de transmettre ce que je sais, et ceux qui aiment et qui ont envie, ils le prendront. Tu vois? Et comment on fait aussi pour... Est-ce que toi, tu donnes envie aussi aux gens ou juste tu leur transmets? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Non, mais bon, j'espère que je donne envie, hein, mais écoute, moi, je sais pas. Donne envie de me mettre à l'orgue. D'accord. Ah bon, ouais, j'ai envie de faire de l'orgue. Tu donnes envie de bosser ma main gauche. Bosser les thèmes au ténor. Voilà. Et voilà. Bah écoute, merci beaucoup pour ce partage-là. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des questions en commentaire. On fera le mieux possible pour vous répondre. Et si jamais tu pourras relancer Thomas, si nous on n'est pas capable de répondre, en tout cas, ouais. Mais au plaisir. Merci beaucoup. Merci Thomas. Merci.